Yo yo yo! Aujourd'hui, c'est ce genre de film qui est, mine de rien, méconnu du grand public et pourtant qui est très important dans le cinéma parce qu'il est déjà la vitrine d'un genre dont on va vous parler juste après, qui est le giallo, mais aussi parce qu'il est important pour son réalisateur comme, mine de rien, pour la culture et l'histoire du cinéma. Mais avant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et surtout Instagram. Et c'est parti pour les frissons de l'angoisse, même comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit faible pour son titre original italien qui est Profondo Rosso de Dario Argento, sorti en 1975. C'est l'histoire d'un pianiste jazz qui va se retrouver à enquêter sur une série de meurtres après avoir été témoin du meurtre de celui d'une femme. Plutôt simple comme départ, mais ça va nous permettre de vous parler du coup de Dario Argento, son réalisateur, mais aussi d'un courant, d'un genre italien assez important qui est le giallo. Et du coup, on va commencer direct. Qu'est-ce que le giallo? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire jaune. Tout simplement. Parce qu'avant d'être un genre cinématographique, c'était une collection de polars dont certains connus, il y avait Agatha Christie, etc. etc. C'est juste que la couverture étant jaune, et du coup la collection s'est appelée la collection Giallo. Au cinéma, ce sont des thrillers qui mélangent des codes du polar, de l'horreur, parfois aussi de l'érotisme, mais aussi avec des couleurs saturées, des thèmes fétichistes, des scénarios souvent un mystère avec une série de meurtres, jouant avec le spectateur, etc. Un genre qui tient ses racines de Hitchcock et de la littérature, en l'occurrence ceux de la collection Giallo, et plusieurs noms seront importants comme Lucio Fulci ou Mario Bava, qui est considéré comme le père fondateur du giallo. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre de ses figures, Dario Argento, qui va propulser le genre à un autre niveau. Profondo Rosso est son 5e film. Il va commencer sa carrière avec ce qu'on appelle la trilogie animale. 3 films, 3 giallo. L'oiseau au plumage de cristal, le chat à 9 queues et 4 mouches de velours gris, qui au passage sont des titres de films que je trouve méga stylés. Et à la base, il est critique, très cinéphile et il a aussi un amour pour l'art. Et justement, on va voir plus tard dans cette chronique que ça a de l'importance. Tant qu'à faire, commençons par le début du film. Déjà, la musique est méga stylée. Il faut savoir que la trilogie animale, le compositeur n'était autre que Ennio Morricone, le fameux, et que là, pour Profondo Rosso, en fait, il y a des gens qui vont faire découvrir de nouveaux musiciens à Dario Argento. Et du coup, il va les kiffer, il va les prendre, ils vont se rebaptiser pour l'occasion Gobelins, et ça va devenir une collaboration assez récurrente ensuite dans le cinéma de Dario Argento. Et la musique dans Profondo Rosso, elle est tellement bien utilisée, elle est soit ultra cohérente avec ce qui se passe à l'écran, soit comme dans le générique, et il y a une cassure qui est assez ouf. Alors évidemment, YouTube c'est grand mort, tout ça, je peux pas vous mettre d'extrait musical. Mais entre les cartons du générique, on tombe sur une scène, un couteau qui tombe et musique un peu enfantine, un genre de comptine, qui dénote complètement de ce qu'on voit, mais aussi qui casse la musique du générique, parce que du coup c'est pas la même. D'ailleurs pour l'anecdote, la volonté de Dario Argento était de prendre de court les spectateurs, en coupant le générique d'un coup, en leur disant « Hey, le film a déjà commencé, arrêtez vos conneries ». Et mine de rien, ça marche. Le film joue avec nous comme ça tout le temps, il joue avec toutes nos attentes de spectateurs, aussi avec le pouvoir de l'image, notamment avec la révélation de fin que je dévoilerai pas, mais c'est osé, faut avoir sacrément confiance quoi. C'est à toi en tant que spectateur de comprendre l'image que tu vois et en même temps, ce qu'Argento te montre n'est pas forcément la vérité du scénario, mais ça rend aussi toute la révélation de l'intrigue hyper satisfaisante. En tant que spectateur, on nous prend pas pour des débiles, surtout que le film a un côté très ludique dans sa démarche. On suit une série de meurtres et la façon dont tout est découpé, du choix de ce qu'on nous montre ou non, etc. Si on accepte de jouer au jeu d'Argento, c'est gratifiant. L'une des choses aussi les plus évidentes de la réussite de ce film, même si c'est un peu bizarre de le dire comme ça, c'est l'inventivité de ces meurtres. Parce que Dario Argento pousse toujours les idées beaucoup plus loin. C'est jamais genre quelqu'un qui vient, il se prend un coup de couteau et basta. Il y a toujours quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'autre qui va. Bon, la meilleure façon de vous expliquer ça, c'est de vous montrer un extrait, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais pas prendre un meurtre le plus gore ou le plus violent justement pour vous montrer, je vais vous montrer un truc assez soft, entre guillemets soft. Ça dépend pour qui, après, évidemment. Hein. Par exemple, le tueur noie la victime, mais au lieu de juste la noyer, en plus de ça, c'est dans de l'eau bouillante. Au final, la victime meurt étouffée et ébouillantée. Enfin, ça peut paraître débile comme ça, mais déjà, oublions pas que le film date de 1975, mais surtout, là où la plupart se contentent d'une façon, Argento, dans ce film, ajoute toujours un élément, ce qui rend les meurtres hyper inventifs, et désolé de le dire, mais aussi assez jouissifs. Notamment un camion, tout ça, enfin, incroyable. Tous les meurtres sont inventifs, ils ont fait l'effort à l'écriture de tout le temps nous surprendre. Et quand je parle aussi de films ludiques,
plus précisément son découpage, donc les plans et la suite de plans qu'Argento a choisi. Il y a quelque chose d'assez Hitchcockien dans la précision des plans choisis et mine de rien, une certaine froideur qui se ressent avec le montage, ce qui n'est pas une critique négative de ma part. Et c'est aussi ce qui avait choqué Mathieu et moi à l'époque quand on avait vu la première fois ce film, cette précision dans le découpage. Parfois, il a aussi des choix de plans dans l'esthétique presque hors du temps, comme celui-là. Il y a aussi un mini-discours sur l'homosexualité, encore plus intéressant quand c'est l'Italie des années 70 et le machisme qui peut en ressortir parfois. Là où lui, dans son film, il fait dire à son personnage qu'il s'en fout, que son pote fasse ce qu'il veut. Et il y a aussi un mini-discours sur le féminisme, comme par exemple cette scène où il se fait battre au bras de fer par la fille qui voulait lui démontrer qu'elle était plus forte. Ce que je vais vous dire, c'est que quand ils écrivent le scénario, ils choisissent les scènes qu'il y a, ils choisissent aussi les personnages qu'ils écrivent. Donc ça n'a rien d'anodin, c'est quelque chose vraiment qui est voulu en fait. Et même si ce n'est pas les thèmes principaux du film, et ben ça l'enrichit en fait, tout simplement. Il y a aussi de l'humour dans le film, complètement décalé par rapport à ce qu'il raconte. Je vous avoue que, perso, c'est pas ce que je préfère dans le film, mais je m'en fous, enfin surtout que vous, ça pourrait vous plaire en fait. Après, je vous préviens tout de suite, tous les acteurs ne sont pas italiens, surtout le personnage principal qui est anglais et qui est le même que Blow Up d'Antonioni, que si vous connaissez pas, c'est un grand réalisateur italien et ce film est très important pour le cinéma. Bref, tout ça pour dire que le film est doublé en italien et parfois ça pique un peu. Mais au moins, vous êtes prévenus avant de lancer le film. Mais au-delà de ce film qui joue avec les genres du giallo, qui innove avec ses meurtres et qui aussi, mine de rien, fait confiance en son spectateur et qui rend du coup ce film mythique, il y a autre chose qui m'a marqué en le revoyant pour la chronique, c'est son discours sur l'art et surtout sur son art. Déjà quelque chose d'établi, parce que Argento en a parlé lui-même. Dans Profondo Rosso, il cite Hopper, avec son tableau sans doute le plus connu, Night Hawks. Regardez le bar derrière le personnage. C'est la même chose, juste que dans les personnages au bar. Ils ne bougent pas, ils sont immobiles, comme une peinture. Et regardez aussi ce plan, les deux personnages se parlent à des mètres de distance. Au milieu, une énorme sculpture, et aussi ce couloir plein de tableaux. Et c'est pas la première fois non plus. Au début de son premier film, L'Oiseau Plumage de Cristal, le meurtre dont le personnage est témoin se passe dans une galerie d'art. Mais je trouve que dans Profondo Rosso, il y a quelque chose d'autre. Là, on part un peu dans de la théorie, mais il y a un réel questionnement d'Argento sur l'art et sur son art. Déjà dans la rue, quand le personnage parle à son pote, tous les deux pianistes, il lui dit que c'est un artiste bourgeois, qu'il joue pour l'art, alors que lui est un artiste prolétaire, qu'il joue pour survivre. Déjà, cette différence entre artiste bourgeois et prolétaire est intéressante. Ensuite, il est témoin du premier meurtre du film. C'est au début, tout ça. Bref, les policiers arrivent et lui demandent ce qu'il fait dans la vie, il répond pianiste, et pensant que le policier le prend de haut, il lui répond en demandant « Mais vous pensez que pianiste c'est pas un métier? Que c'est que de l'amusement ?» Et enfin, quand juste après, il reparle à son pote dans la rue, ce qui l'obsède dans tout ça, c'est un tableau qui aurait disparu. Du coup, il se pose la question sur l'importance de ce tableau, tout ça en plus devant la fameuse statue. Donc au final, ce qu'il recherche d'abord, c'est l'art, entouré de gens qui questionnent son art. Il faut savoir que Argento, à son époque, il n'était pas forcément reconnu, et qu'aujourd'hui, il a des rétrospectives de sa filmographie tout le temps, partout, etc. Et pour la petite anecdote, Mathieu, il est parti à une conférence à la Cinémathèque française avec Dario Argento, qui était interviewé par Jean-Baptiste Torret, un critique historien du cinéma. Et il lui a posé la question. Il a demandé à Argento, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, qu'on fasse des rétrospectives sur votre œuvre, alors qu'à l'époque, vous n'étiez pas reconnu. Et bon, tout ce que Argento a répondu, c'est les gens changent, super en fait. Mais je peux pas m'empêcher de penser que ça devait le titiller plus que ça quand il était jeune. Comme si en citant Hopper, en mettant une statue énorme en plein milieu, créer une intrigue autour d'un tableau disparu, plus les dialogues des personnages, artistes bourgeois, artistes prolétaires, et que Profondo Rosso est aussi une sorte de preuve, une volonté d'Argento que déjà d'une, le giallo c'est de l'art, mais que lui aussi est un artiste et pas juste un réalisateur qui fait des films débiles avec des gens qui meurent. Mais mis à part cette théorie, regardez Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu, surtout un film qui est aussi important dans le cinéma italien, qui a influencé le monde, mine de rien, parce que le giallo a influencé les slashers américains, qui est aussi important dans le giallo, du coup, comme je vous ai dit, c'est une figure de proue, et puis parce qu'il y a des meurtres très cool aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, à mardi prochain. Banks! Tu dis pas laquelle? Non, parce que je sais pas c'est laquelle.